Il y a une vérité que personne ne vous dira jamais en face. Pas votre mère, pas vos amis, pas les livres de développement personnel qui ornent les rayons des librairies avec leurs couvertures rassurantes et leurs promesses douces. Cette vérité, la voici. Plus vous vous donnez, plus vous perdez. Pas financièrement, pas professionnellement. Dans ce domaine précis, silencieux, que personne n'ose vraiment nommer, le désir humain. L'homme qui se lève le matin et vérifie son téléphone avant même d'avoir ouvert les yeux. Celui qui rédige un message, le relit 3 fois, le reformule pour qu'il paraisse naturel et qui attend. Celui qui réorganise sa journée entière autour d'une réponse de 12 mots. Celui qui annule ses propres plans, sacrifie ses propres engagements, se plie, se rend disponible, se rend utile, se rend présent, avec une générosité sincère, profonde, réelle, et qui regarde, impuissant, l'autre s'éloigner vers d'autres. Quelqu'un qui n'a rien fait de tout cela. Quelqu'un qui répond rarement, qui annule parfois, qui semble imperméable à l'effort. Ce n'est pas une injustice, ce n'est pas une anomalie, ce n'est pas le signe que le monde récompense les mauvaises personnes. C'est une loi aussi précise, aussi implacable, aussi indifférente à nos sentiments que la gravité. Et comme la gravité, elle opère que vous la compreniez ou non, que vous l'acceptiez ou non, que vous la trouviez juste ou non. Ce que nous allons explorer ici n'est pas une méthode de séduction. Ce n'est pas une liste de comportements à adopter pour paraître plus attractif. C'est quelque chose de beaucoup plus profond et de beaucoup plus difficile à entendre. Ce sont les 5 lois silencieuses qui gouvernent la psychologie du désir humain. Des lois que Machiavel avait pressenties au XVIe siècle, que Jung a cartographiées dans les profondeurs de l'inconscient, que Robert Greene a formulées avec la précision d'un chirurgien, et que la neuroscience contemporaine confirme aujourd'hui avec une clarté déconcertante. Mais avant d'aller plus loin, il faut comprendre pourquoi l'attention tue le désir. Pas l'affection, pas l'estime, le désir. De l'humanité savait déjà intuitivement. Le désir n'est pas une réponse à la qualité de ce que vous êtes. C'est une réponse à la perception de votre rareté. Ce mécanisme a un nom, l'habituation. Lorsqu'un stimulus est permanent, constant, toujours disponible, le cerveau cesse de l'enregistrer. Il disparaît du champ de la conscience. Pas parce qu'il est devenu moins bon, parce que sa disponibilité a supprimé ce qui rendait son attention précieuse, l'incertitude de l'obtenir. Nous sommes neurologiquement programmés pour désirer ce qui pourrait nous être retiré, pas ce qui est acquis. Et c'est précisément ici que la plupart des hommes commettent l'erreur la plus fondamentale, profondément ancrée, selon laquelle la générosité affective est la monnaie la plus précieuse. En 1132, Nicolas Machiavel remet à Laurent de Médicis un traité que les siècles suivants, Machiavel n'écrivait pas sur ce qu'un prince devait être. Il écrivait sur les mécanismes invisibles, nous désirent ou nous méprisent. Dans une phrase restée célèbre, il observait que les hommes oublient plus facilement la mort de leur père que la perte de leur patrimoine. En surface, cette phrase choque. En profondeur, elle révèle quelque chose d'universel. Nous ne souffrons pas de la perte en soi. Ce qui coûte quelque chose conserve sa valeur. Ce qui s'obtient sans effort perd sa densité symbolique. Et cette grammaire se décline en 5 lois. La première est peut-être la plus difficile à accepter. La disponibilité permanente ne crée pas de la valeur, elle en détruit. Lorsque l'offre dépasse systématiquement la demande, le prix s'effondre. Pas parce que le bien est devenu moins bon, parce que sa disponibilité a supprimé le sentiment d'urgence, de rareté, de risque. Dans les relations humaines, ce mécanisme opère avec la même précision. L'homme qui répond en 2 minutes à chaque message envoie un signal. Ce signal ne dit pas « je t'accorde de l'importance ». Il dit « je n'ai rien de plus important que cette conversation à n'importe quel moment ». Et ce signal produit une hiérarchie psychologique dans laquelle lui se retrouve mécaniquement. Mais, et c'est là que cette loi devient vraiment intéressante, la rareté authentique n'est pas une stratégie. Elle ne se simule pas sur le long terme. Elle est le fruit d'une réalité, celle d'un homme dont la vie est suffisamment dense. Un homme qui a une mission, des engagements qui résistent aux sollicitations, une vie intérieure qui ne s'évapore pas dès qu'une présence féminine entre dans son champ, pleinement dans sa propre vie. Et cette existence, cela se perçoit. Pas nécessairement de façon consciente, mais cela se perçoit. Mais ce n'est pas encore la partie la plus intéressante, parce que la rareté crée la valeur perçue, mais elle ne crée pas le désir de comprendre, le carburant le plus durable. La deuxième loi porte sur le mystère.
L'être humain est ce que les philosophes du langage appellent un animal herméneutique. Et ce besoin de déchiffrer, de comprendre, est en lui-même une forme de désir. Schopenhauer l'avait formulé différemment. Le désir n'est pas la satisfaction. Et ce mouvement, cette tension entre ce qu'on perçoit et ce qu'on ne comprend pas encore entièrement, une fois que le mystère est résolu, le mouvement s'arrête. De sa biographie émotionnelle, ses blessures, ses peurs, ses aspirations les plus fragiles, et voulut en tourner les pages. Carl Jung parlait de l'ombre, cette part de nous-mêmes qui appartient à une sphère qui exige d'être méritée pour être accessible. La révélation totale et prématurée de cette ombre n'est pas un acte de confiance, c'est un acte d'imprudence psychologique. Les œuvres qui nous hantent le plus longtemps ne répondent pas à toutes nos questions. Ce sont celles qui en soulèvent de nouvelles, celles qui, même après des années, gardent en elles quelque chose d'inaccessible. Machiavel conseillait aux princes de ne jamais révéler entièrement leurs intentions. Ce qu'on ne comprend pas entièrement, on ne cesse pas de regarder. Ce que vous révélez en totalité, vous en perdez le contrôle. Ce que vous laissez deviner, vous continuez d'en posséder la gravité. La troisième loi est celle qui provoque le plus d'inconfort, parce qu'elle touche à quelque chose que notre époque a profondément mal compris. La maîtrise émotionnelle n'est pas de l'indifférence, ce n'est pas de la froideur, c'est la souveraineté sur son propre état intérieur. Les neurosciences ont documenté quelque chose de remarquable, une émotion. Colère, peur, désir, jalousie a une durée de vie physiologique, 90 secondes. Ce qui persiste au-delà, ce n'est pas l'émotion, c'est le récit qu'on construit autour d'elle. L'homme qui envoie un message à 23 heures parce qu'il n'a pas eu de réponse depuis le matin, il souffre de l'histoire qu'il s'est racontée pendant ces 12 heures. Une histoire dans laquelle le silence de l'autre parle, dans laquelle sa valeur propre est suspendue, et c'est précisément ce mécanisme, cette délégation de la gouvernance de son état intérieur, les êtres humains ressentent cela, pas toujours consciemment, mais ils le ressentent. Il existe une différence fondamentale entre un homme qui peut être touché, qui ressent profondément. La sensibilité est une richesse. La réactivité émotionnelle non gouvernée est une vulnérabilité visible. Nietzsche parlait de la passion froide, cette capacité à ressentir avec une intensité totale, et paradoxalement, c'est cet homme, celui qui ressent mais ne laisse pas ses émotions gouverner, parce que sa profondeur se devine, sans être entièrement accessible, dans ses propres interactions quotidiennes. Nous évaluons la valeur d'une personne, en grande partie par sa relation à elle-même. Et cette relation se manifeste concrètement dans sa capacité à poser des limites. La quatrième loi est la plus difficile à mettre en pratique, parce qu'elle demande ce que notre peur du conflit, elle demande d'accepter de perdre quelqu'un plutôt que de se perdre soi-même. Machiavel observait que les princes qui cèdent du territoire par crainte du conflit ne font pas la paix. Ils accélèrent leur propre effacement. Chaque cession enseigne à l'autre que la frontière peut être repoussée encore, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien à défendre. Dans une relation, ce mécanisme opère avec la même implacabilité. Chaque fois qu'un homme accepte en silence une parole qui le diminue, un comportement qui transgresse ce qu'il s'autorise à accepter, il apprend à l'autre ce qu'il est prêt à tolérer, et il apprend à lui-même que ses propres limites sont négociables. Cette négociabilité se perçoit dans la posture, dans le regard. Le respect ne se réclame pas. Il se manifeste dans des moments précis, concrets, souvent inconfortables. Il serait plus facile de se taire, de sourire, d'accepter. La capacité à nommer ce qui est inacceptable, sans violence, sans dramatisation, avec la calme certitude d'un homme qui connaît sa propre valeur. C'est cela qui génère le respect le plus profond. Le désir ne s'adresse pas à ceux qui acceptent tout. Il s'adresse à ceux qui ont quelque chose à défendre. Et maintenant, la cinquième loi, la plus fondamentale, celle sans laquelle les quatre autres restent des techniques sans fondation, la souveraineté intérieure. Un homme peut comprendre intellectuellement les quatre premières lois. Il peut même, à certains moments, les mettre en pratique avec efficacité. Mais si son existence tout entière orbite autour d'une présence féminine, ses journées sont structurées par l'attente d'un message, si ses projets s'effacent dès qu'une invitation se présente, alors il a déjà perdu quelque chose d'essentiel, avant même que la relation ait commencé. Jung, dans ses travaux sur l'individuation, décrivait quelque chose de fondamental. L'homme qui n'a pas accompli suffisamment ce travail intérieur cherche à le faire compléter par l'extérieur, par une femme, par une relation.
par une validation qui vient de l'autre. Et ce transfert, cette délégation à l'autre de la responsabilité de compléter ce qui est incomplet, parce qu'il transforme la relation en un besoin. Et le besoin repousse ce qu'il veut attirer. Les femmes, comme tous les êtres humains dignes de ce nom, ne désirent pas être le centre d'un univers, un poids non sollicité qui finit par étouffer. Ce qu'elles désirent, c'est rencontrer quelqu'un dont la vie existait déjà avant elle. L'homme qui a une mission, qui marche vers quelque chose de précis, qui a construit une intériorité dense. Il devient, par la seule force de ce qu'il est, un point de gravité. Cette densité ne s'acquiert pas en appliquant des règles. Elle s'acquiert en vivant réellement, en ayant des projets qui comptent plus que le prochain message, des convictions qu'on ne trahit pas pour éviter une tension, en ayant traversé des épreuves, des échecs, des doutes profonds, et en être sorti avec quelque chose de plus solide que ce qu'on avait avant. C'est précisément ici que la plupart des hommes font l'erreur la plus coûteuse. Ils imitent les comportements extérieurs de la souveraineté. La distance, le silence calculé, l'indifférence affectée, sans en avoir construit les fondations. Et cette imitation finit toujours par se fissurer, parce que ce qui n'est pas réel ne tient pas. C'est une réalité vécue de l'intérieur, et elle rayonne vers l'extérieur sans effort, sans calcul, non pas avec modestie performative, mais avec la simplicité tranquille. Elle se voit dans la façon dont il absorbe la déception, sans s'effondrer, sans durcir. Pas toutes, parce que toutes ne méritent pas d'être menées. Mais certaines, ces 5 lois ne produisent pas leurs effets en quelques semaines. Elles exigent quelque chose de plus lent, de plus difficile, de plus profondément humain. Une remise en question de ce qu'on a cru être la bonne façon d'agir. Un retour à une question fondamentale que la plupart des hommes évitent, parce que la réponse leur fait peur. Qui es-tu lorsque personne ne te regarde? Quelle est la densité de ta vie intérieure, indépendamment de ce qu'on pense de toi? Vers quoi marches-tu, qui existait avant qu'elle entre dans ton existence, et qui continuera d'exister après? Ces questions ne sont pas des exercices abstraits, ce sont des diagnostics. Et la réponse honnête que vous pouvez y apporter, sans complaisance, sans le regard de personne d'autre, pas dans une technique, pas dans un comportement calculé. C'est de là que vient l'attraction durable. C'est de là que vient le respect qu'on n'a pas à réclamer. C'est de là que vient la seule forme de pouvoir sur sa propre existence qui mérite qu'on lui consacre une vie entière. Gouverne ton monde intérieur, tout le reste suivra. La psychologie comportementale a mis des décennies à formaliser ce que les observateurs les plus lucides, non par naïveté, mais par une conviction sincère, héritée, elle l'est, mais pas dans la phase où le désir se construit, vont réduire à une caricature, la ruse, la cruauté froide. Ce que la plupart de ces lecteurs ratent complètement, c'est l'essentiel, qui gouverne la façon dont les autres nous perçoivent, nous évaluent. Nous souffrons de la perte de ce que nous percevions acquis comme constitutif de notre équilibre. Pouvoir et désir, écrit-il entre les lignes, obéissent à la même grammaire. En économie, ce phénomène porte un nom, la surabondance de l'offre, en dessous du niveau de la conscience réflexive, là où aucun raisonnement ne peut l'intercepter, dans une position de moindre valeur perçue, suffisamment habité pour que sa présence soit par nature intermittente. Cet homme n'est pas rare parce qu'il a décidé de l'être. Il est rare parce qu'il existe. Et c'est précisément ce désir de comprendre qui est, dans la psychologie du désir humain, un être dont le rapport au monde est fondamentalement médiatisé par l'interprétation. Le désir est le mouvement vers la satisfaction, est ce qui maintient l'attention vivante. C'est exactement ce qui se produit lorsqu'un homme, dès les premières semaines, expose l'intégralité. Il ne partage pas. Il ferme le roman avant que le lecteur, non par duplicité, par lucidité sur la nature humaine, dans le corps d'environ 90 secondes, ne souffre pas de l'absence de l'autre. Un retour de message à une personne extérieure qui trahit une fissure dans la structure psychologique et un homme dont les émotions dictent ses actes, tout en maintenant la distance nécessaire entre le sentiment et l'action. Ce n'est pas un paradoxe, c'est la définition de la maturité psychologique qui provoque la curiosité la plus profonde. Pour comprendre ce qui vient ensuite, il faut observer quelque chose que presque personne ne remarque, résiste violemment à accomplir. Il cède quelque chose d'invisible mais de réel, dans la façon dont un homme réagit, ou ne réagit pas, à ce qui le traite comme moins qu'il n'est, produit exactement l'effet inverse de celui recherché. Ce n'est pas un désir, c'est une pression. Quelqu'un dont la présence est un choix,
pas une nécessité. Cet homme n'a pas besoin de courir après qui que ce soit. La souveraineté intérieure n'est pas une posture. Elle se voit dans la façon dont un homme parle de lui, non pas avec arrogance, de quelqu'un qui n'a pas besoin que vous validiez ce qu'il est pour continuer d'être. Elle se voit dans la façon dont il choisit ses batailles, avec une clarté et une fermeté qui ne laissent aucun doute sur ce qui est en jeu. Une transformation réelle, c'est là que tout commence, dans la qualité de ce que vous êtes, réellement, au fond de vous-même. Nous percevons des signes, des indices, des fragments à partir desquels nous construisons des récits.